Bonjour, aujourd'hui je vous propose un cours général sur la poésie qui va nous permettre d'introduire notre séquence 3 sur les fleurs du mal de Baudelaire. Bien, donc j'espère que vous avez pu acquérir les deux documents que je vous ai envoyés en PDF. Le premier qui s'appelle La poésie, cours général, et le second document qui est un addendum, c'est-à-dire des choses qui doivent être ajoutées. Je vous dirai à quel moment dans le cours. Bien, alors commençons par les règles générales de la versification. Grand 1, les vers, les mètres et la prononciation du E en poésie. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est cette fameuse règle de prononciation du E muet. Donc en poésie, le E final d'un mot n'est prononcé que quand le mot suivant commence par une consonne. Il est élidé, il n'est pas prononcé. Quand le mot suivant commence par une voyelle, un H muet, ou quand ce mot est le dernier d'un vers, on dit alors que ce E est muet. Alors l'exemple que je vous donne, c'est un vers de Baudelaire. Donc vous voyez, j'ai mis entre parenthèses les E muets. Ce vers est bien un alexandrin, donc on prononcera une île paresseuse où la nature donne. Une île paresseuse où la nature donne. 12 syllabes, c'est bien un alexandrin. Alors, grand A, versification. Les vers réguliers ont un nombre défini de syllabes et riment entre eux. Je vous proposais de compléter ce tableau en employant le vocabulaire adéquat. Si je prends mes deux premiers vers, en appliquant évidemment la règle du E muet, je vais compter sur mes doigts à chaque fois. C'est pour assouvir 5 ton moindre désir. Donc le maître, hein, ce sont bien des vers de 5 syllabes, et c'est ce que l'on appelle un pentamètre. Autre exemple, il est minuit très noir, la nuit toutes les fleurs, versées, versées à boire, sont de même couleur. Donc évidemment, vous n'êtes pas fait avoir, hein, les finaux des mots noir et boire sont des E muets. Hein, en revanche, si vous regardez le dernier vers, sont de même couleur. Le E final de même est prononcé car le mot suivant commence par une consonne. Il y a donc 6 syllabes par vers. C'est donc ce que l'on appelle un hexamètre. Autre exemple, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. À chaque fois, j'ai des vers de 7 syllabes. C'est ce que l'on appelle un heptasyllabe ou heptamètre. Il juge, il préside, il inspire. 8 syllabes, attention, tous les E sont muets dans ce vers. Il juge, il préside, il inspire. Toutes choses dans son empire. Ce sont donc des vers de 8 syllabes, c'est ce qu'on appelle des octosyllabes. Exemple suivant. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme eux, des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux. À chaque fois, j'ai des vers de 10 syllabes, c'est donc ce qu'on appelle des décasyllabes. Et on termine avec le type de vers que vous connaissez déjà tous, 12 syllabes. Ce sont des alexandrins, petits poussés rêveurs, j'ai grainé dans ma course, des rimes, mon auberge était à la grande ours. 12 syllabes, ce sont donc des alexandrins. Alors, grand B, on va revenir sur la notion de diérèse et de synérèse. Pour le respect du maître, c'est-à-dire pour avoir le bon nombre de syllabes dans un vers. Il arrive que deux voyelles qui se suivent, et qui théoriquement sont prononcées en une seule syllabe, ce qu'on appelle une synérèse, soient prononcées séparément, formant une diérèse. Alors, l'exemple que je vous donne, hein,
si on regarde le vers que je vous propose, va te purifier dans l'air supérieur, on pourrait croire que c'est un décasyllabe. En réalité, ce vers est un alexandrin. Alors ça, vous déduisez du contexte, puisque dans la strophe dans laquelle ce vers se trouve, tous les autres vers sont des alexandrins. Donc on va être obligé d'avoir recours à cette petite feinte de la diérèse. Et dans ce vers, c'est pour ça que je l'ai choisi en exemple, on va le faire à 2 reprises. Donc je vais séparer dans le mot purifier et dans le mot supérieur, je vais séparer les sons vocaliques. Donc ça va donner va te purifier dans l'air supérieur. Et cette fois-ci, j'ai donc bien un alexandrin. Bien, donc c'est maintenant que vous allez vous munir du deuxième document, l'addendum. On va revenir sur ce que l'on appelle maintenant la qualité des rimes. Alors, la richesse d'une rime est déterminée par le nombre de sons communs qu'elle porte, c'est-à-dire le nombre de sons communs entre les 2 mots qui riment. Alors, une rime pauvre, les rimes pauvres désignent les vers qui n'ont qu'une sonorité en commun. L'exemple que je vous donne, feuille de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé. Vous voyez qu'il n'y a qu'un son en commun qui est le son « et », donc cette rime sera dite pauvre. La rime suffisante maintenant, les rimes sont suffisantes quand elles ont 2 sons en commun. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue, vous roulez à travers les sombres étendues. Donc vous voyez que les 2 mots qui riment entre eux, perdu et tendu, ont 2 sons en commun, le son D et le son U. C'est donc une rime suffisante. Les rimes riches, maintenant, c'est à partir donc de 3 sonorités en commun. Les rimes riches ont 3 sonorités ou plus en commun. L'exemple que je vous donne, extrait d'un poème de Dubélé, « Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont palatin ». Donc vous voyez que les 2 mots qui riment entre eux, latin et palatin, ont 4 sons en commun, le son L, le son A, le son T et le son 1. C'est donc une rime riche. Passons maintenant aux notions de rime masculine et féminine. Donc, c'est relativement simple, hein. Les rimes masculines sont toutes les rimes qui ne se terminent pas par un E muet. Contrairement donc aux rimes féminines, toutes les rimes qui se terminent par un E muet. Exemple, dans cette strophe de Rimbaud, tandis qu'une folie épouvantable broie, donc vous voyez que le mot broie, du verbe broyer, se termine par un E muet, la rime sera donc féminine. Effet de 100 milliers d'hommes, un tas fumant, rime masculine. Pauvre mort dans l'été, dans l'air, dans ta joie, joie se termine par un E muet, donc ce sera une rime féminine. Nature, ô toi qui fis ces hommes saintement, il s'agit donc ici d'une rime masculine. Intéressons-nous maintenant à la notion de strophe. Donc, une strophe en poésie, ça correspond à un paragraphe en prose. Les vers sont regroupés en strophes selon une disposition particulière de rime, dont l'organisation est souvent répétitive dans le poème. Ça, c'est ce que l'on verra dans le grand 6, la disposition des rimes. Je vous demandais de compléter ce tableau en employant le vocabulaire adéquat. Alors, mon premier exemple, c'est une strophe de Baudelaire qui ne comporte que 2 vers. Toi qui mets dans les yeux et dans le cœur des filles le culte de la plaie et l'amour des guenilles. Donc, une strophe qui ne comporte que 2 vers, on appelle cela un distique. Deuxième exemple. Ô beauté d'Urfléau des âmes, tu le veux, avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes, calcinent ces lambeaux qu'ont épargnés les bêtes. Vous voyez que dans cette strophe, il y a 3 vers, c'est ce que l'on appelle un tercet. Troisième exemple, je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. C'est une strophe qui comporte 4 vers, c'est donc ce qu'on appelle un quatrain. Une strophe de 5 vers, maintenant, 4e exemple, extrait d'un poème de Victor Hugo.
Hélas, plus j'en ai vu mourir de jeunes filles, c'est le destin. Il faut une proie au trépas. Il faut que l'herbe tombe au tranchant des faucilles. Il faut que dans le bal, les folâtres quadrilles foulent des roses sous leurs pas. Donc une strophe qui comportera 5 vers, c'est ce que l'on appelle un quintile. Une strophe de 6 vers maintenant, extrait d'un poème de Malherbe, c'est ce que l'on appelle un sisin. Soucis, retirez-vous, faites place à la joie, misérable douleur dont nous sommes la proie, nos vœux sont exaucés. Les vertus de la reine et les bontés célestes ont fait évanouir ces orages célestes et dissiper les vents qui nous ont menacés. Donc 6 vers, c'est ce qu'on appelle un sisin. Dans l'avant-dernier exemple, extrait d'un poème de François Villon, la Ballade des Dames du temps jadis, on va voir ici une strophe de 8 vers. Dites-moi où, dans quel pays effleura la belle romaine, Archipia de Nétaï, qui fut sa cousine germaine, écho parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan. Donc vous voyez ici une strophe de 8 vers, c'est ce que l'on appelle un huitain. Dernier exemple, tiré d'une autre ballade de François Villon, la Ballade des pendus, on va avoir affaire à une strophe de 10 vers. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez contre nous les cœurs point endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, plutôt Dieu en aura de vous, merci. Vous nous voyez si attachés. 5-6. Quant à la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Vous voyez ici une strophe de 10 vers, c'est ce que l'on appelle un disin. À la notion de rythme. Il faut distinguer le rythme interne au vers et le rythme externe au vers. Grand A, le rythme interne au vers. La coupe normale d'un alexandrin est au milieu du vers. C'est ce qu'on appelle une césure. Cette coupe s'appelle une césure à l'hémistiche. Exemple, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe. Vous voyez que cet alexandrin se détache en 2 parties. Vous pouvez indiquer au milieu du vers qu'il y a une césure, et quand j'arriverai, césure, je mettrai sur ta tombe. Cette césure va séparer notre alexandrin en 2 hémistiches, et quand j'arriverai, premier hémistiche, je mettrai sur ta tombe, deuxième hémistiche. Bien, notons que certains vers ont un rythme binaire, c'est-à-dire en 2 temps, c'est le cas du vers précédent, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe, un rythme binaire. D'autres vers ont un rythme ternaire, à 3 temps. Cela vogue, cela nage, cela chavire. Voilà, ici vous avez un rythme ternaire. Bien, maintenant le rythme externe au vers. La pause à la fin d'un vers est marquée le plus souvent par un signe de ponctuation, une virgule par exemple. Si cependant une phrase se poursuit sans pause sur 2 vers, on parle d'enjambement. Exemple, dans cet extrait d'un poème de Rimbaud, « Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur, voyez que je ne me suis pas arrêté à la fin du premier vers, puisque je ne peux pas détacher le nom des gouttes de son complément du nom. Vous avez compris que le groupe nominal, c'est des gouttes de rosée. Donc, je ne marque pas de pause à la fin de ce premier vers, et on dira qu'il y a un enjambement. Je sentais des gouttes de rosée à mon front, un enjambement du premier vers sur le second. Si un élément plus bref, plus court, étroitement lié au vers précédent est placé au début du vers suivant, on parle alors de rejet. Autre exemple dans un poème de Rimbaud, « Petit poussé rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes.
Mon auberge était à la Grande Ourse. Vous voyez ici qu'il y a un rejet du complément, du complément d'objet direct, des rimes, j'ai grainé des rimes. Donc il y a un rejet de ce complément au début du vers suivant. Bien, grand 6, la disposition des rimes. La rime placée en fin de vers se répète d'un vers à l'autre et crée un effet d'écho. On note les rimes avec des lettres. Donc je vous invite à compléter le petit tableau. Les rimes sont dites plates ou suivies quand elles adoptent la disposition AABB. En m'ébattant, je fais des rondeaux en rime, A, et en rimant bien souvent, je m'en rime, A. Bref, c'est pitié d'entre nous rimailleurs, B, car vous trouvez assez de rimes ailleurs, B. Les rimes sont dites croisées quand elles adoptent le schéma AB-AB. Dans le vallon carrose, l'eau courante jalait, un jour cueillir la rose et le muguet. Donc vous avez ici des rimes croisées qui suivent le schéma AB-AB. Dernier type de disposition de rime, c'est ce qu'on appelle les rimes embrassées quand elles suivent le schéma ABBA. Voici venir l'étang ou vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Donc on a bien ce schéma ABBA, les rimes sont dites alors embrassées. Dernier élément, les allitérations, les assonances. Donc on appelle allitération la répétition d'un son consonantique, c'est-à-dire un son produit par des consonnes. Alors vous pouvez éventuellement mettre un coup de surligneur sur allitération. Dans l'exemple que je vous donne, les sanglots longs des violons de l'automne, ici vous voyez que vous avez une allitération en L, vous pouvez surligner la lettre L dans cette strophe. Vous avez donc une allitération en L, la répétition du son consonantique de la consonne L. Vous avez aussi dans cette strophe une assonance en O. L'assonance, c'est la répétition d'un son vocalique, un son de voyelle. Les sanglots longs des violons de l'automne. Donc vous voyez la répétition du son O dans les mots sanglots, violon, automne. On notera que les allitérations et les assonances cherchent à traduire une impression sonore, comme par exemple dans cet extrait, la fluidité. Voilà, je vous remercie.